Kaiana était un chef hawaïen puissant et charismatique, dont la vie s'est déroulée au carrefour tumultueux de la Révolution, de la colonisation et de la trahison. Né dans la noblesse hawaïenne, Kaiana se distinguait de ses pairs tant par sa prestance que par son allure. L'explorateur britannique, le capitaine John Meares, qu'il a rencontré en 1788, l'a décrit comme mesurant 6 pieds ou 2 pouces, avec des membres d'une proportion herculéenne. Meares a également souligné la prestance royale de Kaiana, notant qu'il se comportait avec une grande dignité, ayant l'habitude de recevoir le respect dû à son rang supérieur dans son propre pays. Il possédait un air de distinction. La vie de Kaiana était remarquable non seulement par sa stature et son statut, mais aussi par ses audacieuses aventures au-delà des îles hawaïennes. À la suite de l'arrivée fatidique du capitaine James Cook en 1779, Kaiana s'est joint aux expéditions britanniques, voyageant vers des rivages lointains, notamment la Chine, les Philippines et la côte nord-ouest de l'Amérique. Il est devenu l'un des premiers Hawaïens autochtones à voyager à l'étranger avec des explorateurs occidentaux. Ces voyages ont captivé l'imagination de l'Europe. Des livres publiés à Londres en 1789 et 1790 par le capitaine Nathaniel Portlock et le capitaine John Meares racontaient les Waisana, les voyages de Kaiana, avec des gravures pleines pages représentant le remarquable chef hawaïen dans son manteau de plumes, son casque, sa lance à la main, véritable image de force et de noblesse. Au début des années 1790, le nom de Kaiana était connu dans tout le Pacifique. Kaiana est souvent rappelé pour son voyage en Chine, car à son retour chez lui, il rapporta des armes et des munitions, un acte qui renforça considérablement les campagnes militaires de Kamehameha Ier, qui allait devenir le premier roi des îles hawaïennes. Bien que sa vie ait été écourtée, Kaiana a laissé derrière lui un héritage vivant. Il occupe une place importante dans les histoires orales hawaïennes, autochtones, et pas moins de 12 visiteurs européens ont écrit à son sujet au cours de la dernière décennie de sa vie. Pour un homme dont le nom est aujourd'hui rarement prononcé, Kaiana demeure l'une des figures les plus fascinantes de la transformation historique d'Hawaï. Voici son histoire. Kaiana est né vers l'année 1755. Bien que l'on en sache toujours peu sur les détails de sa jeunesse, sa lignée noble et ses liens familiaux étendus à travers les îles hawaïennes sont bien documentés. Son père était le fils cadet d'un chef dirigeant de la plus grande île d'Hawaï, ce qui faisait de Keaana un cousin germain de nombreux membres de la haute noblesse de l'île. Keaana avait également 2 demi-frères plus jeunes. Les 3 frères partageaient un lien profond et sont restés très unis tout au long de leur vie. Tous les 3 sont devenus célèbres comme des guerriers intrépides, respectés et admirés dans toutes les îles. En l'an 1783, les 3 frères servaient Desmo comme chef guerrier dans l'armée de leur cousin, le roi Kahekili de Maui. Cette année-là, Kahekili lança une grande invasion, naviguant de Maui à Molokai puis à Oahu, où il vainquit le roi Kahana d'Oahu. Après la victoire, de nombreux chefs de Maui, parmi lesquels les 3 frères, restèrent à Oahu pour gouverner la terre conquise. Mais les tensions ne tardèrent pas à s'intensifier. En moins de 2 ans, les chefs mécontents commencèrent à planifier secrètement une rébellion pour tuer les occupants de Maui et reprendre le contrôle de leur île. Certains des chefs de Maui sympathisaient sans tourner avec leur cause et rejoignirent dans le complot, y compris les 3 frères. Cependant, le complot fut découvert avant qu'il ne puisse réussir. Le roi Kakakili répondit avec une force brutale, punissant sévèrement les rebelles. Cependant, les 3 frères réussirent à s'échapper. 1 an plus tard, en 1786, des navires européens revinrent aux îles hawaïennes pour la première fois depuis le voyage du capitaine Cook. La veille de Noël, les capitaines britanniques Nathaniel Portlock et George Dixon arrivèrent sur l'une des îles. Là, ils furent accueillis par Kaiana. À ce moment-là, il était devenu un chef puissant et riche, entouré d'un grand groupe d'assistants impressionnants. Bien que les raisons exactes de son départ restent floues, lorsqu'il revint aux îles Hawaï 1 an plus tard, sa relation avec le roi Kaeo, l'homme qui l'avait accueilli, s'était détériorée.
Kaeo était devenu son ennemi juré, et la famille de Kayana s'était éloignée pour éviter tout conflit avec le roi. Le navire sur lequel Kayana naviguait se dirigeait vers l'Asie, mais environ 6 semaines après le début du voyage, il fut gravement endommagé par une tempête et arriva péniblement au port de Macao, une région de Chine. À Macao, Kayana retrouva des marins des navires des capitaines Portlock et Dixon, qu'il avait déjà rencontrés auparavant. Il se retrouva au sein d'une communauté multiculturelle animée de commerçants et de marins venus d'Angleterre, du Portugal, de France, de Hollande, de Prusse, de Suède, du Danemark, d'Italie, en d'Amérique et de différentes régions d'Asie. La ville était remplie de boutiques, de marchés chinois, de temples et d'usines transformant des marchandises, des lieux qu'aucun Hawaïen n'avait vus ni pu décrire auparavant. De nombreux capitaines de navires ont laissé derrière eux des récits vivants du séjour de Kayana en Chine. Il a fait forte impression en parcourant les rues dans sa tenue hawaïenne traditionnelle. Il portait son pagne, une cape et un casque orné de plumes, et tenait une lance. Sa stature imposante a aussi effrayé de nombreux habitants observant la scène. Pour l'aider à se fondre dans la masse, ses amis anglais lui offrirent un gilet en satin et un pantalon qu'il porta bientôt avec l'aisance et le confort d'un gentleman européen. À Macao, il assista à la messe catholique, imitant soigneusement les postures et les mouvements des fidèles, se tenant debout, s'asseyant et s'agenouillant avec une curiosité sincère. Sur les marchés, il essaya de commercer en utilisant des clous en fer, un objet précieux à Hawaï. Il fut profondément ému à la vue des mendiants et convainquit ses compagnons anglais de donner généreusement à ceux qui étaient dans le besoin. Kayana fit également faire son portrait par un artiste chinois renommé. Il observa la peinture prendre vie avec fascination et fut ravi du résultat final. Pendant ses loisirs, il trouvait de la joie dans des plaisirs simples, comme jouer pendant des heures avec 2 lapins blancs offerts par le capitaine Cox, s'accroupissant et imitant chacun de leurs bonds et mouvements. Kayana voulait voyager en Angleterre, mais le capitaine Mears le lui refusa, craignant qu'il ne retrouve jamais le chemin de la maison. Mais Kayana était content de rentrer chez lui après son séjour sur la côte chinoise. Le voyage de retour de Kayana commença dans des circonstances difficiles. Une mutinerie éclata parmi l'équipage, suivie d'une épidémie de maladies. Le navire fut également rapidement pris dans une violente tempête, qui le laissa gravement endommagé. Ils durent donc naviguer jusqu'au fort espagnol de Zamboanga, aux Philippines, pour réparer leur navire. Pendant leur séjour de 2 semaines à Zamboanga en février, Kayana observa comment les gens des soi-disant nations civilisées se traitaient amants les uns sans les autres. Les Espagnols offrirent une hospitalité généreuse, traitant leurs invités avec gentillesse et respect, et fournirent au moins toute l'aide nécessaire pour préparer le navire à reprendre la mer. Après avoir quitté les Philippines, Kayana eut l'occasion de rencontrer d'autres peuples des îles du Pacifique, notamment ceux de Mélanésie et des îles Palaos. Finalement, le navire arriva à Nootka Sound, sur la côte ouest de ce qui est aujourd'hui l'île de Vancouver en Colombie-Britannique. Au cours de cette étape du voyage, Kayana rencontra diverses communautés autochtones le long de la côte de l'Alaska, ainsi que quelques commerçants russes. Kayana passa les mois de septembre et d'octobre à Nootka, où le capitaine Mears avait établi un comptoir commercial ou une factorerie. Pendant son séjour là-bas, Kayana passait le temps à regarder les charpentiers travailler, observant comment les outils et techniques de construction étrangers étaient bien utilisés. En l'an 1788, Kayana rentra enfin chez lui à Hawaï. Son arrivée fut un moment de grande excitation. Ses amis et sa famille se sont pressés sur le navire pour l'accueillir. Même le roi Kamehameha est venu saluer l'équipage, offrant au capitaine Douglas un magnifique éventail tressé et 2 longs manteaux à plumes en guise de cadeau d'honneur. En quelques jours, Kayana a choisi de rester à Hawaï. Reconnaissant la valeur d'un chef ayant une expérience directe du monde extérieur, Kamehameha accorda à Kayana une grande parcelle de terre. Kayana était revenu non seulement avec des histoires de terres lointaines, mais aussi avec une nouvelle place dans le paysage politique changeant de sa patrie.
Pendant le séjour du capitaine Douglas à Hawaï, il offrit au roi Kahekili, le principal rival de Kamehameha à l'époque, un pistolet, un mousquet et une petite quantité de munitions. Plus tard, après le retour de Douglas sur les îles, Kamehameha le rencontra en privé, accompagné uniquement de Kayana. Il parla avec insistance de son propre besoin d'armes. En réponse, le capitaine Douglas offrit à Kamehameha un canon pivotant, qui est un petit canon, et envoya le charpentier de son navire pour l'aider à l'installer sur l'une des grandes pirogues doubles de Kamehameha. Il a été noté que Kamehameha demandait continuellement des fusils et de la poudre à canon aux marins qui visitaient son île. Au cours des années 1790 et 1791, plusieurs capitaines européens, Douglas, James Colnett, Thomas Barnett et Joseph Ingram, ont été documentés comme fournissant des armes à divers chefs hawaïens. Edward Bell, qui est arrivé avec l'expédition du capitaine George Vancouver en 1792, a exprimé sa frustration face à la militarisation croissante. Il a noté que Kayana possédait 4 canons pivotants, 6 mousquets et 3 barils de poudre à canon, écrivant avec amertume « Ils lui ont été donnés par Douglas, Colnett et honte à eux tous ». On disait que pendant que Kayana était en Chine, il avait étudié l'art de la guerre. À son retour, il rapporta avec lui une quantité importante de mousquets, de poudre à canon, de plomb et d'autres fournitures militaires. Ces armes, ainsi que d'autres qu'il avait acquises auprès de navires de passage, étaient considérées par Contrandonto par de nombreux Hawaïens comme la clé de son ascension au pouvoir et de son influence. Kayana et ses frères se retrouvèrent bientôt de nouveau impliqués dans les conflits politiques et militaires de l'époque. En tant que chef de guerre sous Kamehameha, ils participèrent à ces campagnes contre le roi Kahekili sur l'île de Maui. Dans ces temps tendus et changeants, Kamehameha nomma Kayana comme son commandant en chef pour mener les batailles contre les chefs rivaux. Au milieu des combats, la vie à travers les îles hawaïennes changeait rapidement. Un flot continu de navires européens apportait des exigences étrangères et des coutumes inconnues, échangeant de la nourriture, du bois et des femmes, et laissant derrière eux des marins qui devenaient des membres de l'entourage des chefs. Ils ont également introduit de nouveaux outils, des tissus, des animaux et surtout des armes. Ces influences ont rapidement commencé à transformer les modes de vie traditionnels hawaïens. De nombreux visiteurs étrangers avaient déjà entendu parler de Kayana avant d'arriver à Hawaï. Sa réputation le plaçait au cœur de nombreuses rencontres avec les navires de passage. Au cours des années 1789 à 1792, le nom de Kayana apparaissait en lien avec de nombreux événements, parfois à juste titre, parfois à tort. Dans les journaux de cette époque, il fut même accusé de comploter pour s'emparer de pas moins de 8 navires de passage, bien que la véracité de ces affirmations reste incertaine. Kamehameha prit la mer depuis Hawaï avec une immense flotte de pirogues de guerre, déterminée à conquérir les autres îles. Parmi ces guerriers se trouvaient Kayana et son plus jeune frère, menant chacun leur propre contingent de combattants. Après avoir ravagé Maui, la flotte poursuivit sa route, mais lorsque les hauts chefs de Kamehameha se réunirent pour un conseil de guerre, Kayana fut exclu. Sentant le danger, Kayana craignait que les chefs d'Hawaï ne se soient retournés contre lui. Se sentant trahi et isolé, Kayana prit une décision audacieuse. Lorsque la flotte naviguait pour attaquer Oahu, il s'éloignerait et rejoindrait l'armée ennemie qui défendait l'île. Le roi d'Oahu, auquel il a prêté allégeance, était aussi son cousin, et était le fils du défunt roi Kahekili. Kayana se confia à sa femme et partagea ses plans avec elle. Bien qu'attristée, elle choisit la loyauté envers Kamehameha plutôt qu'envers son mari, et les deux se séparèrent dans une dernière étreinte. Les récits des derniers instants de Kayana varient, mais tous s'accordent à dire qu'il est mort au début de la légendaire bataille de la vallée de Nuuanu, près d'un mur de pierre situé à l'endroit où se trouve aujourd'hui le palais d'été de la reine Emma. Selon une version, Kayana aurait été tué par un boulet de canon. D'autres disent qu'il a été blessé par une lance, puis battu à mort avec une massue. D'autres légendes disent qu'il a été tué par un prêtre. Une autre histoire raconte que John Young, un proche conseiller de Kamehameha, l'a abattu et tué.
Le capitaine William Broughton, qui a visité les îles en 1796, a rapporté que 300 guerriers de Kayana sont morts à ses côtés. Kamehameha est ressorti victorieux, mais le prix à payer fut élevé. Selon Broughton, 6000 de ses 16 000 guerriers ont péri lors de la bataille. Avec cette victoire chèrement acquise, Kamehameha a assuré le contrôle des îles d'Hawaï à Oahu, le rapprochant ainsi de l'unification complète du royaume hawaïen. La vie de Kayana, tout comme les terres volcaniques qui l'ont vu naître, a été façonnée par le feu, les bouleversements, la beauté, l'ambition et la trahison. C'était un homme à la présence imposante et à la grande complexité, pris entre deux mondes, les anciennes traditions de ses ancêtres et la montée de l'influence étrangère qui allait changer à jamais les îles hawaïennes. Son héritage est si complexe. De son vivant, il était à la fois célébré et craint, admiré et incompris. Son nom apparaissait dans des journaux étrangers et des chants autochtones, dans des accusations de complot et dans des chants de deuil. On le disait ambitieux, défiant, voire dangereux, mais aussi courageux, visionnaire et un être humain inoubliable. Je tiens à adresser un immense merci à tous mes membres. Votre contribution était précieuse pour la continuité de la chaîne et je vous apprécie tous énormément. Un remerciement spécial à John Seitz. J'espère que vous avez tous apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager, et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau portrait historique.